Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Ève Rioux-Pelletier. Je suis agente de développement au service aux collectivités de l'UQAM et je suis responsable du protocole UQAM CSN CSQ FTQ. Donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire qui est organisé par ce même protocole, donc le protocole syndical. En fait, il s'agit d'une entente de collaboration entre l'UQAM et les trois grandes centrales syndicales. C'est une entente qui est active là, depuis plus de 40 ans et qui a mené à de nombreux projets de recherche, de formation, de transfert et de diffusion des connaissances. Donc, ce sont des projets qui prennent la forme à la demande des besoins des milieux syndicaux et qui se réalisent en partenariat avec des professeurs de l'UQAM. Dans le cadre de ce webinaire, je voudrais en profiter pour souligner l'implication des représentants de vos centrales. Donc, je vais vous inviter à chacune votre tour, à vous présenter brièvement. Donc, du côté de la CSN, nous avons Anne Thibault-Belrose. Bonjour à vous. Donc, Anne Thibault-Belrose du service de la recherche et conditions féminines. Donc, c'est moi qui est la personne relais au service de la recherche entre le service aux collectivités et la centrale. Merci. À la CSN, nous avons aussi Natacha Laprise. Oui, bonjour, je suis Natacha Laprise, je suis conseillère syndicale au service de santé, sécurité et d'environnement. Je m'occupe des questions de santé psychologique, donc c'est pour ça que j'ai été jointe au comité organisateur. Merci. À la CSQ, nous avons Jean-François Piché. Bonjour tout le monde, Jean-François Piché, conseiller à la recherche en relations de travail au service de santé, sécurité et des relations de travail de la CSQ. Merci. À la FTQ, nous avons Lise Côté. Bonjour, mon nom est Lise Côté, je travaille au service de la recherche de la FTQ. Merci. Et du côté de l'UQAM, vous m'avez déjà entendu prononcer son nom à quelques reprises. Nous avons Sophie Meunier. Oui, bonjour tout le monde. Sophie Meunier, professeure au département de psychologie dans la section psychologie du travail et des organisations. Donc, bien contente d'être ici ce matin. Alors, nous avons avec nous Ariane Ollier-Malater, qui est professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Ses recherches portent sur le travail flexible et l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. En particulier, elle s'intéresse à l'impact de la technologie sur la gestion des frontières entre les domaines de vie. Nous avons aussi Sabrina Pellerin, qui est doctorante en administration et chargée de cours à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Sa thèse propose de jeter un nouveau regard sur la santé psychologique des gestionnaires en s'intéressant aux facteurs de risque qui sont spécifiques à leur rôle. Donc, avant de vous laisser la parole, je souhaiterais juste mentionner que nous avons actuellement 256 personnes qui participent à ce webinaire-là. Donc, merci d'être présents. Donc, mesdames, je vous laisse la parole. Merci à la CSN, à la CSQ, à la FTQ et au service aux collectivités de l'UQAM pour cette belle invitation. Merci à vous tous qui participez à ce webinaire. Nous espérons que ça vous sera utile. Nous avons travaillé en tout cas en ce sens avec vos représentants. Donc Sabrina Pellerin et moi allons tout d'abord vous proposer, si tu veux bien montrer la diapo suivante, Sabrina, nous allons vous proposer un état des lieux du télétravail que nous vivons en ce moment, qui est fort différent du télétravail normal. Ensuite, nous analyserons les conséquences sur la santé psychologique et quels sont les facteurs de risque pour les travailleurs. Puis, nous vous proposerons des pistes d'action pour favoriser la santé et le bien-être dans les circonstances actuelles. Ça sera suivi, comme il vous a été annoncé, d'une période de questions. Donc, la prévalence du télétravail a beaucoup augmenté depuis le début de la pandémie. On est au Canada quasiment au maximum de ce qu'on avait calculé avant comme étant tous les postes qu'on pouvait faire en télétravail.
c'est-à-dire qu'on est à 41%, on était pendant le premier confinement à 41% des personnes en télétravail, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait vu avant. On était autour de 10%, 13% avant la pandémie. Et vous voyez que dans beaucoup d'autres pays également, ces chiffres-là ont énormément augmenté. Donc, si on regarde des données américaines et la fréquence du télétravail, on voit qu'on a beaucoup plus de monde maintenant qui est en télétravail à 5 jours semaine. On était à 17% avant et on est maintenant à 44% des travailleurs aux États-Unis qui sont à 5 jours semaine. Donc, non seulement il y a plus de télétravail, mais il y a plus de télétravail à temps plein, puisqu'on est dans une situation de télétravail obligatoire dans certains pays, de télétravail forcé également. Alors, c'est important de distinguer, si tu veux montrer la diapo suivante, Sabrina. Ah, pardon, le sondage d'abord. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui, puis avoir la chance de présenter avec Ariane également. On va vous présenter un petit sondage dans quelques instants qui est anonyme, hein, soit dit en passant. C'est seulement pour ajouter un petit peu d'interaction dans le webinaire. Donc, il va vous demander 2 questions. Donc, j'y vais à l'instant. Vous devriez voir s'afficher à votre écran 2 questions d'un sondage. Donc, on va attendre quelques instants là, que vous ayez complété. Donc, la première question, en fait, vous demande, au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence vous avez fait du télétravail en moyenne, donc allant de 1 journée à 5 journées par semaine. Puis, par la deuxième question, on vous demande, là, au retour à la normale, qu'est-ce que vous aimeriez idéalement faire comme télétravail en termes de fréquence par semaine? J'attends encore quelques instants pour le suspense, puis je vais partager les résultats. Donc, on va y aller pour pas trop... je vous partage les résultats. Ariane, est-ce que tu es en mesure de voir les résultats? Oui, merci. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est que la majorité d'entre vous, hein, vous avez fait du télétravail 5 journées par semaine au cours des 3 derniers mois, ce qui semble être fréquent hein, quand on regarde les données. Puis, au retour à la normale, là, les réponses sont un petit peu plus dispersées. 2 journées par semaine, ça serait l'idéal pour 39% d'entre vous, bien que les autres réponses, comme 1 journée semaine, seraient idéales ou 3 journées. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on a fait pendant la pandémie, puis de ce qu'on souhaiterait faire une fois la pandémie terminée. Donc, je vais arrêter le partage des résultats, puis je vous laisse entre les mains d'Ariane. Donc, ce qui est très intéressant dans les réponses que vous venez de donner, c'est qu'en fait, vos préférences rejoignent ce que toute la recherche sur le télétravail conseille. Sabrina, si tu peux aller à la diapositive suivante. Parce que le télétravail en temps normal, ce que la littérature conseille, c'est exactement ça, c'est-à-dire 2 à 3 jours semaine. Et puis, je vais vous expliquer plus en détail, mais c'est intéressant de voir que vos préférences rejoignent ce qu'on recommande, à l'inverse de ce qu'on fait actuellement, qui est plutôt un temps plein en télétravail. Alors, c'est vraiment important de réaliser que ce qu'on vit en ce moment depuis le confinement du mois de mars, ça n'est pas du télétravail classique. C'est du télétravail forcé de pandémie. C'est très différent du télétravail classique. C'est important de le comprendre parce que le télétravail en temps normal, c'est quand même quelque chose qui présente de nombreux bénéfices. Et comme la situation actuelle est quand même difficile pour un certain nombre de travailleurs, il ne faudrait pas que les difficultés actuelles déteignent sur le télétravail en temps normal. Autrement dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, pourquoi est-ce que je dis que le télétravail en temps normal présente plusieurs bénéfices? C'est parce que, normalement, c'est un havre de productivité.
on va télétravailler quand on a un dossier important pour lequel il faut qu'on se concentre. Donc, on n'est pas interrompu par la porte du bureau qui s'ouvre, les téléphones qui sonnent, les discussions impromptues. Ça, c'est le télétravail normal. On est bien d'accord que ce n'est pas ce qu'on vit en ce moment. Donc, un havre de productivité, c'est un levier de motivation et de fidélisation parce que quand on est autorisé à télétravailler, c'est une marque de confiance de la part du superviseur, de la part de l'employeur. Et ce que les recherches montrent, c'est que la plupart des gens sont très reconnaissants de ça. Donc, ils sont motivés et fidélisés grâce à ça. Ça permet de la flexibilité. Quand on télétravaille, on peut s'organiser pour aller chercher un enfant à la maison, pour aller à un rendez-vous médical et rattraper le temps après ou quand on a davantage de disponibilité. Et puis, ça diminue la fatigue. Donc, la fatigue du temps de transport, la fatigue d'un environnement sonore au travail qui est parfois plus bruyant. Donc, ça présente énormément d'avantages, à tel point que le télétravail en général est offert comme une récompense en temps normal. Tout le monde n'y a pas accès et c'est souvent les meilleurs travailleurs ou ceux qui ont la meilleure relation avec le superviseur qui sont considérés comme des bons travailleurs qui y ont accès. À l'inverse, ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment une situation qui ne réunit pas les conditions idéales qui sont recommandées par la recherche. Donc, comme je vous ai dit, on recommande 2 à 3 jours par semaine, pas du tout 5 jours comme on est en train de faire en ce moment. On recommande également que les conditions de télétravail, que ce soit à domicile ou dans des bureaux satellites, favorisent la concentration. Donc pour ça, il faut un environnement tranquille. Et vous comprenez bien, on le vit tous en ce moment, que quand on a des enfants en bas âge, par exemple, à la maison, quand on a toute la famille qui travaille dans un espace parfois réduit, ou nos compagnons à 4 pattes, ou des travaux dans l'environnement, on n'est pas du tout dans ces circonstances-là. On n'est pas forcément équipé pour non plus. Les troubles musculo-squelettiques qui sont développés en ce moment le montrent. Alors, le télétravail aussi convient mieux à certaines personnalités plutôt qu'à d'autres. Ce que la recherche montre, c'est que ça convient très bien aux gens qui ont un fort besoin d'autonomie, donc qui ont envie de travailler de manière indépendante. Donc ça fonctionne bien pour ce type de personnalité. Ça fonctionne moins bien pour les gens qui ont un fort besoin d'interaction sociale et pour les gens qui ont ce qu'on appelle un besoin de réalisation très fort, c'est-à-dire qu'ils aiment bien quand ils font quelque chose, tout de suite avoir un commentaire, tout de suite avoir une gratification qui reconnaît le travail effectué. Ça, c'est moins fréquent en télétravail et c'est pour ça que ces personnalités-là l'apprécient moins. Ce qu'on voit en contexte de pandémie, c'est que tout le monde a été obligé de passer au télétravail, quelle que soit la personnalité. Donc, on est vraiment loin des conditions idéales. Également, ce qu'on dit, c'est que le télétravail, c'est mieux pour les gens qui ont déjà atteint le niveau de compétence requis pour le poste et pour les gens qui connaissent déjà les collègues et l'organisation. Donc, on ne le recommande pas pour ceux qui sont en formation ou en cours d'acquisition des compétences, donc les débutants, et on ne le recommande pas pour ceux qui prennent un nouveau poste, parce que là, c'est important de socialiser avec les collègues et avec l'organisation. Le télétravail, ça fonctionne également mieux quand le gestionnaire sait gérer le télétravail et ça s'apprend. Il y a des formations, il y a des soutiens qui peuvent être offerts aux gestionnaires. Une chose importante, c'est d'évaluer au résultat et pas à la présence, ce qui demande des compétences qui s'apprennent parce qu'il faut fixer des objectifs clairs et après, il faut savoir évaluer par rapport à ces objectifs. Le télétravail, normalement aussi, ça se prépare, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du jour au lendemain au télétravail, on fait des tests, on se met d'accord sur les modalités de communication entre superviseurs et employés, on se met d'accord sur les modalités de communication avec les collègues, on met en place des outils technologiques, donc ça n'est pas quelque chose d'abrupt. Donc, on voit qu'aujourd'hui, on est dans des conditions qui sont quasiment à l'opposé des conditions idéales. Si tu veux passer à la diapo suivante, merci beaucoup. Dans ces conditions, on a une série d'enjeux qui sont quand même problématiques pour de nombreux travailleurs.
Le premier, c'est le contexte qui est anxiogène. Même si on était dans les conditions idéales de télétravail, le contexte général de la COVID-19, de la pandémie, dont on parle tout le temps dans les médias et entre collègues, est un contexte anxiogène qui génère de l'incertitude, de l'imprévisibilité, des changements de consignes, de l'ambiguïté. Donc, ça génère une fatigue cognitive et des difficultés à se concentrer et à se motiver, des difficultés aussi à porter attention à sa santé mentale. De plus, comme on est tous passés au télétravail en même temps et sans préparation, il y a de nombreux travailleurs qui n'ont pas dans leur logement l'espace et l'équipement nécessaire pour pouvoir bien télétravailler. Donc, ce qu'on observe dans les familles, ce sont des négociations d'espace, qui a l'espace le plus propice et le plus calme pour pouvoir travailler, des négociations de bande passante aussi, simplement, quand on a des enfants, des adolescents qui font des cours en ligne, les coûts qui sont associés à tout ça, les bruits, etc. Les enfants à la maison, c'est un facteur qui, dans tous les travaux qui existent sur le télétravail, n'est pas propice du tout au télétravail, puisqu'on l'a dit, on est censé pouvoir se concentrer. Or, en ce moment, les travailleurs ont vécu des périodes où il fallait même faire l'école à la maison ou accompagner les enfants dans leurs cours en ligne. Ça, c'est pour les enfants principalement au primaire. Et pour ce qui est des adolescents, avoir ces adolescents en ligne, par exemple ceux du cégep ou les jeunes adultes à l'université à la maison, ça génère tout un travail émotionnel qui s'ajoute au travail. Il faut soutenir la santé psychologique de ces adolescents et de ces jeunes adultes. Et puis, il y a les sentiments de culpabilité qui viennent accompagner le fait que quand on travaille, on ne peut pas toujours être présent pour eux. Inversement, si on prend du temps pour eux, et bien à ce moment-là, on n'est plus concentré au travail. Donc, c'est compliqué de conjuguer tout ce qu'un télétravailleur en situation de pandémie est censé faire. Les violences domestiques, notamment envers les femmes et les enfants, se sont également accrues. Donc là, vous voyez qu'on est, on est dans des contextes qui évidemment, sont complètement nuisibles pour la concentration et la productivité au travail. Un mot sur le genre, parce qu'on a noté que les femmes sont beaucoup plus affectées que les hommes par les conséquences économiques et matérielles de la pandémie. Il y a plus de femmes qui doivent s'arrêter de travailler et qui perdent en revenus. C'est notamment lié au fait que même au Québec, il y a toujours plus de femmes qui prennent en charge ce qui a trait aux enfants et à la maison, donc les cours en ligne, davantage de repas à préparer, etc. Une enquête récente qui a été menée en France note que, donc a posé la question de qui a un espace dédié à la maison pour pouvoir travailler à la maison. Et on voit que 41% des hommes ont un bureau fermé chez eux pour faire leurs appels conférences et pour travailler, et seulement 25% des femmes. Donc là, on voit qu'il y a des inégalités de genre dans les négociations d'espace et dans les responsabilités familiales. C'est à tel point qu'on voit malheureusement des récits de travailleurs. Je pense à une maman qui m'a confié récemment qu'elle prenait sur soi toute la journée parce qu'il faut travailler, s'occuper des enfants, etc. Et qu'elle pleure tous les soirs sous la douche. C'est le seul moment où elle peut finalement récupérer. Donc, en somme, on voit qu'on a une situation de pandémie qui est très difficile, mais on a le télétravail qui, lui, est plutôt bénéfique en temps normal. Et il faut voir aussi que les gens réagissent différemment. Tout le monde ne vit pas la situation actuelle de la même façon. Regardons donc, et je vais passer la parole à Sabrina, quels sont les effets du télétravail en pandémie sur la santé psychologique. Donc, merci Ariane, comme je le disais à moi-même finalement, merci. Effectivement, il y a un contexte qui chamboule, hein, un contexte de pandémie qui est sans précédent, puis qui a des effets également, autant sur les facteurs de risque qu'on peut rencontrer en tant que travailleur et en tant que télétravailleur, mais ces facteurs de risque-là peuvent aussi affecter la santé psychologique des travailleurs également. Donc, ça devient intéressant là, de se pencher un petit peu plus sur cet aspect-là de la santé psychologique.
Sabrina, ta vidéo est désactivée. Décidément, mon ordinateur me joue des tours. Donc, surprise, ça devrait être rétabli. Donc, voici. Ce qu'on voit, ce qui s'est fait aussi beaucoup, puis on a entendu parler dans les médias, puis un petit peu partout, c'est que la santé psychologique des gens, puis de la population en général, a été mise à mal par la pandémie. Donc, il y a effectivement des effets là, sur ce que les gens vivent au niveau psychologique. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui s'est fait au niveau des travailleurs, il y a énormément de littérature qui s'est concentrée, puis de chercheurs qui ont investi des efforts à essayer de déterminer dans quelle mesure la santé psychologique des travailleurs de première ligne essentiels, donc, puis des travailleurs de la santé, à quel point il est affecté par l'introduction d'un nouveau risque biologique qui venait directement affecter leur travail au quotidien. Donc, on a beaucoup de données là-dessus là, qui montrent effectivement que c'est plus difficile pour ces personnes-là, étant donné aussi leur rôle central là, dans la gestion de la pandémie. Par contre, on a encore peu d'études, puis là, ça commence à sortir de plus en plus les résultats, mais peu d'études qui viennent se pencher sur des travailleurs, des travailleuses au Québec qui ne travaillent pas nécessairement dans le secteur de la santé et des services sociaux, mais qui ont subi quand même les contre-coups de la pandémie, que ce soit en travaillant à distance, de manière forcée et abrupte, donc, mais également qui ont vu des mesures sanitaires pour protéger ou des mesures de protection individuelle et collective dans les milieux de travail pour limiter la propagation du virus. Puis ça aussi, ça peut avoir des effets donc sur les facteurs de risque qui sont présents dans l'environnement. Ici, ce qu'on voit sur la diapositive, c'est qu'on a sorti 2 principales études là, qui ont été réalisées au Québec, donc auprès de travailleurs de divers horizons. La première montre en fait que le taux de détresse psychologique, donc des travailleurs qui subissent là, de la détresse, est à 48 %. Puis ici, ça me semble important quand même de définir ce qu'on entend par détresse psychologique, parce qu'on entend beaucoup ça. On peut décrire ça comme un état psychologique qui est pénible, donc qui va allier à la fois l'anxiété, la peur de l'avenir, la crainte de ce qui se passe dans l'environnement, et la dépression. Donc, tristesse, on sent que tout est un effort, que c'est difficile de garder le moral. Donc, la détresse psychologique, c'est beaucoup plus qu'une petite déprime là, passagère qui passe inaperçue. C'est vraiment un trouble psychologique qui est important, puis auquel c'est important de s'attarder. Donc, ce qu'on voit effectivement, donc 48 %, c'est près d'une personne sur 2 là, qui vit ces troubles-là psychologiques au quotidien. Donc, c'est assez frappant comme pourcentage. D'autant plus que si on compare avec la population au Québec, donc une enquête qui a été réalisée là, par l'Institut de la statistique du Québec, les derniers chiffres qu'on a en 2016, le taux de détresse psychologique est à 26 %. Donc, effectivement, c'est sûr que les données sont un petit peu plus anciennes, mais ça permet quand même d'apprécier là, la contribution un petit peu de ce qu'on vit actuellement à la santé psychologique des travailleurs. Il y a également une autre étude à laquelle j'ai collaboré qui est dirigée, donc qui a été réalisée par ma directrice de recherche, Julie Cloutier, qui est professeure également à l'ESG UQAM. Cette étude-là a été réalisée dans 4 secteurs d'activité, que ce soit les médias, le secteur des transports, le secteur aussi des communications. Donc, on voit vraiment que dans cette étude-là qui a été réalisée auprès de travailleurs syndiqués, c'est important de mentionner étant donné que c'est vraiment plus précis à ce webinaire-là. Donc, ces personnes syndiquées-là, on voit que 50,4 % vivent également d'une détresse psychologique élevée, ce qui nous rappelle effectivement le taux que l'étude de Biron là, a montré avec 48. Donc, ça situe quand même bien l'ampleur du problème, si je puis dire. On voit également dans le petit schéma qui vient de s'afficher la différence entre les hommes et les femmes au niveau de la détresse psychologique. Dans l'étude de Julie Cloutier, il n'y a pas de différence significative entre la détresse des hommes et des femmes, bien qu'on voit que les femmes, c'est un petit peu plus élevé
que les hommes. Maintenant, j'aimerais, puis on a préparé un petit sondage encore une fois pour ajouter un petit quelque chose à la présentation. J'aimerais vous demander comment, selon vous, se porte la santé psychologique des employés que vous représentez au quotidien dans le cadre de votre travail. Donc, j'aimerais vous partager un petit sondage, encore une fois anonyme, hein, c'est seulement pour ajouter un petit quelque chose au webinaire. Donc, si vous voulez bien répondre, on vous dit depuis le début du confinement en mars dernier, est-ce que vous pensez que la santé psychologique des employés que vous représentez s'est détériorée plutôt ou beaucoup? Si elle ne s'est ni détériorée ni améliorée, ou si elle s'est améliorée ou beaucoup améliorée. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour répondre à cette petite question-là. Je vais enchaîner sur les liens qu'on peut faire avec la recherche là, de Julie Cloutier. Donc, j'y vais pour pas... parce que les résultats me semblent assez probants et clairs. Donc, vous devriez voir les résultats s'afficher sur votre écran. Ce qu'on voit, puis d'après ce que vous avez répondu, les employés que vous représentez, leur détresse, leur santé psychologique s'est détériorée depuis le début de la pandémie, donc à 85 un petit 3 d'espoir pour lesquels ça s'est amélioré un petit peu ou beaucoup. Puis également un 12 donc pour qui il n'y a pas eu de changement constaté plus qu'il faut. Maintenant, ça devient intéressant de faire le lien avec la recherche qui a été menée. Puis ici, vous devriez voir, donc la question qu'on a posée exactement, c'est celle qui s'affiche sur le PowerPoint. Donc, est-ce que votre santé psychologique s'est améliorée, détériorée ou ni améliorée ni détériorée avec la survenue ou l'arrivée du confinement puis de la pandémie? Ce qu'on remarque dans les résultats, c'est que pour 45 des gens, ça ne s'est ni amélioré ni détérioré. Donc, il n'y a pas eu de changement. Par contre, pour 19,5, ça s'est amélioré, mais pour le tiers des répondants, la santé psychologique s'est détériorée. Maintenant, ça devient également intéressant de regarder ce qui se passe en fonction du télétravail, hein, les personnes qui font activement du télétravail, puis les personnes qui doivent se rendre sur leur lieu de travail pour effectuer leurs tâches. Donc, ce qu'on remarque essentiellement, c'est que parmi les gens pour qui la santé psychologique s'est améliorée, bien, les télétravailleurs sont plus nombreux proportionnellement à constater cette amélioration-là que les personnes qui doivent se rendre sur le lieu de travail. Donc, ça laisse penser qu'il y a quand même des effets qui sont peut-être bénéfiques à ce télétravail-là. Puis, on remarque également qu'au niveau de la santé psychologique, c'est détérioré. Bien, les gens qui se rendent en présentiel, donc sur le lieu de travail, sont surreprésentés par rapport aux personnes qui font du télétravail. La recherche de Julie Cloutier montre également que la variation en fait des facteurs de risque avec la pandémie. Ce que l'étude proposait de faire, c'était de regarder dans quelle mesure les facteurs de risque qu'on rencontre habituellement dans le travail se sont accentués avec la pandémie ou est-ce qu'ils ont été réduits au contraire avec la pandémie qui est arrivée puis le confinement. Vous avez les résultats autant pour les personnes qui font du télétravail ou qui faisaient du télétravail au moment de l'étude que ceux et celles qui n'en faisaient pas, donc au moment de l'étude. Ce qu'on remarque essentiellement, c'est que les interruptions fréquentes, donc, qui ont diminué pour les deux groupes, mais que pour les employés en télétravail, les interruptions ont diminué considérablement plus que pour les employés qui doivent se rendre donc, sur leur lieu de travail. Ce qui est des petites lignes grises ou ombragées, là, je vais vous le mentionner simplement pour ajouter à la compréhension, c'est qu'on remarque pour ces facteurs de risque-là que la différence entre le groupe télétravail et pas en télétravail est statistiquement significative. Donc, la variation des facteurs de risque est différente pour les deux groupes là, pour les lignes ombragées. On a également demandé dans l'étude les changements qu'avait apporté le confinement, puis la pandémie en général là, sur le travail des personnes.
ce que vous voyez dans le tableau, c'est le pourcentage des personnes qui se disaient en accord ou entièrement d'accord aux énoncés qui leur étaient proposés. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, l'espace de travail est moins adéquat pour plus d'une personne sur 3 en télétravail par rapport à avant le confinement. Tandis que pour les gens qui se rendent sur leur lieu de travail, qui peuvent avoir vu, par exemple, leur espace de travail avec des paravents ou avec des écrans de protection, on a pu ajouter des mesures de protection, mais on voit que pour le 5e des personnes, l'espace de travail est également moins adéquat. Pour ce qui est de la difficulté à décrocher du travail, bien, pour les gens en télétravail, c'est plus élevé. On voit que 26,9% ont de la misère à décrocher complètement du travail. Puis effectivement, que ça peut être lié justement au fait que le travail se trouve dans la maison puis qu'on n'a pas la distinction des lieux. Puis on voit que c'est moins fréquent aussi pour les personnes qui se rendent sur le lieu de travail. Puis un autre facteur aussi qui semble assez frappant, c'est que les collègues de travail vont beaucoup manquer aux répondants qui se trouvent en télétravail, beaucoup plus que pour les répondants là, qui se rendent quand même sur le lieu de travail pour effectuer les tâches. Donc, ça doit peut-être faire écho à ce que vous vivez ou à ce que vous avez entendu sur différentes choses. Donc, effectivement, il y a eu une variation des facteurs de risque avec la pandémie. Puis ces facteurs de risque-là, puis leur variation va différer un petit peu entre les gens qui sont en télétravail puis les gens qui ne sont pas en télétravail. Maintenant, la dernière chose aussi parmi une des dernières choses qu'on a étudiées, c'est l'effet des facteurs de risque sur le niveau de détresse psychologique des gens. Donc, on a vu effectivement que les facteurs de risque ont varié, ont augmenté dans certains cas, d'autres fois ont été réduits. Mais dans quelle mesure ça contribue justement à la détresse psychologique des travailleurs? C'est ce qu'on a cherché à vérifier. Donc, vous voyez par exemple que la concentration intense a un effet ou une influence positive sur la détresse, ce qui veut dire que chaque fois que la concentration demandée ou qui est perçue par les gens augmente d'un niveau là, sur l'échelle de mesure, bien, la détresse psychologique, elle, va augmenter de 2,75 environ sur 100. Donc, ça donne quand même la proportion de l'effet là, sur la détresse. Pour ce qui est de la confiance perçue, on a demandé aux gens, est-ce que vous sentez qu'on vous fait confiance dans votre travail, que ce soit pour la réalisation des tâches ou autre? Puis on voit que quand les gens se sentent en confiance, ils sentent justement qu'ils sont appuyés ou que les gens ont confiance en eux, bien, ça va diminuer la détresse psychologique qui est ressentie, également de la même façon là, qu'on a vu avec les autres facteurs de risque. Autre chose, par rapport aux facteurs de risque qui ont été introduits ou qui ont changé, mais on voit ici que le sentiment de solitude, dans le fait de se sentir seul ou isolé là, versus ce qui était fait avant la pandémie, mais on voit que ça a quand même un grand effet là, sur la détresse psychologique qui va être ressentie ou vécue par les répondants. Puis on voit également que la difficulté à décrocher du travail va avoir un effet là, considérable sur la détresse. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de, oui, ça a changé beaucoup dans les milieux de travail, on l'a vu, mais également, c'est intéressant de voir à quel point là, ça peut affecter la détresse des gens. Puis peut-être un mot pour terminer aussi pour les conséquences. Bien, ce qu'on voit, c'est que le fait d'être en détresse psychologique va être associé à des conséquences qu'on connaît des fois d'emblée, là, mais je vais vous les mentionner. Donc, les gens vont être habituellement moins satisfaits de leur travail quand il y a un niveau de détresse élevé. Également, moins de motivation à faire le travail. Également, on a constaté moins de fatigue par rapport à avant le confinement. Donc, c'est également intéressant de le noter. Puis, une augmentation de la consommation d'alcool. Autre fait intéressant, donc, pour le tiers des répondants, cette consommation d'alcool-là a augmenté. Puis, de sorte que 20% consomment au moins 4 fois par semaine, donc de l'alcool. Donc, c'est des conséquences là, qui viennent vraiment se joindre ou s'adjoindre à la détresse psychologique qui est vécue.
Donc, maintenant que j'ai terminé cette partie-là, puis qu'on a vu en fait l'effet des facteurs de risque sur la santé psychologique, bien, ça peut être intéressant effectivement de voir c'est quoi les options possibles ou les pistes de solutions qui peuvent être envisagées pour réduire justement le degré d'exposition aux facteurs de risque, puis préserver aussi notre santé psychologique. Donc, sur ce, Ariane, je te laisse continuer. Merci Sabrina. Alors, ces données d'enquête sont vraiment intéressantes puisque ce qu'on voit, c'est que les télétravailleurs ne sont pas forcément les plus mal lotis. Vous voyez que la détresse psychologique est plutôt moindre chez les télétravailleurs que les gens en présentiel, notamment les travailleurs essentiels. Mais quand même pour eux, la détresse psychologique augmente. Et c'est ce que vous avez très bien montré dans le premier sondage auquel vous avez répondu, pardon, le deuxième, c'est que je crois que 86% d'entre vous ont indiqué que les gens que vous représentez vont plutôt plus mal en ce moment. Alors, quelques pistes d'action pour favoriser la santé et le bien-être au travail. La première piste concerne la reconstruction des frontières entre le travail et la vie personnelle. Les frontières entre le travail et la vie personnelle sont quelque chose d'essentiel qui nous permettent d'organiser notre vie quotidienne et qui nous permettent d'avoir des moments de repos et de détachement du travail. Et le problème en ce moment, c'est qu'avec un ordinateur, tablette, téléphone portable et des espaces aménagés chez nous, on serait capable de travailler tout le temps. Mais ça n'est pas souhaitable parce que la maison, c'est censé être un espace de repos et de déconnexion et que la déconnexion, c'est très important pour la santé mentale au long cours et pour la créativité et la productivité. Ça n'est jamais une bonne idée de travailler tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a des congés, c'est pour ça qu'il y a des fins de semaine, c'est pour ça qu'il y a des soirées. Et les recherches montrent que si on veut être plus productif, il faut absolument ménager ces temps-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander pour reconstruire des frontières et lutter contre l'érosion de ces frontières-là en ce moment? Plusieurs conseils. Le premier a trait au temps de travail. Ce qu'on peut se conseiller, en fait, c'est de faire un horaire. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous et que vous pouvez travailler tout le temps que vous devez travailler tout le temps. Ce qu'on conseille, c'est plutôt de rester proche des horaires habituels en présentiel, c'est-à-dire que si vous travaillez de peut-être 8 heures du matin à 16 heures ou 17 heures, eh bien vous gardez ces horaires-là de telle façon qu'une fois que ces horaires ont été fournis, vous vous sentez libre et non coupable de faire autre chose. Je voudrais quand même nuancer le propos. Il y a des gens qui sont beaucoup plus productifs très tôt le matin. Il y a des gens qui sont plus productifs tard le soir. À ce moment-là, vous pouvez très bien imaginer de caler votre horaire sur vos propres périodes de productivité, si ça fonctionne avec vos collègues, évidemment. Donc, l'idée, c'est que vous vous fixiez un horaire de travail de façon à ce qu'une fois les heures de travail fournies, vous vous sentiez libre de faire autre chose. Très important également, l'espace de travail. Si vous avez la chance d'avoir un bureau avec une porte fermée, c'est idéal. Tout le monde n'a pas ça. Ça peut être une partie d'une table de séjour qui vous est dédiée. En tout cas, c'est à souhaiter un ordinateur qui est dédié, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de conflits avec, par exemple, des enfants qui viendraient jouer sur votre ordinateur et accéder à des informations sensibles ou détruire vos données. C'est arrivé. Donc, il y a toutes sortes de façons de s'organiser. Dans la littérature, il y a des anecdotes fascinantes. Par exemple, une maman qui n'avait même pas accès à une table de travail pour se détacher de ses enfants en bas âge et qui avait utilisé le parc de ses enfants. Vous savez, les structures carrées dans lesquelles parfois on met les jeunes enfants pour les protéger quand on doit s'absenter une minute. Et elle se mettait dans le parc des enfants. Et elle avait expliqué à ses enfants, quand maman est dans le parc, c'est que maman travaille, on ne peut pas la déranger. Donc, elle avait carrément inversé l'usage de ce parc. D'autres personnes fonctionnent avec des codes.
J'ai lu l'histoire d'un papa qui avait un chapeau pointu et quand il mettait le chapeau pointu sur sa tête, ça voulait dire papa travaille. En ce moment, papa n'est pas parlable, on ne dérange pas papa. Et par opposition, quand il travaillait, répondait à des courriels, des choses plus faciles et qu'il pouvait parler à ses enfants, être dérangé, il ôtait le chapeau. Donc, ça m'amène aux relations avec les membres de la famille. Quand on est tous dans le même espace, tout le temps, il faut absolument créer des codes avec les membres de la famille pour expliquer quand on peut être dérangé et quand on a vraiment besoin de se concentrer. Ça peut être des codes de couleur, vous savez, tout simplement, vert, oui, tu peux venir, orange, évite si tu peux, rouge, absolument pas. On a tous vu aussi sur les médias sociaux ces affichettes que les travailleurs mettent sur la porte de leur bureau en ce moment, maman travaille, les réponses à tes questions sont là, 2 points. J'ai eu la surprise de voir mes adolescentes, quand elles ont des cours en ligne particulièrement importants, me mettre le même type d'affichette sur leur porte. Donc, vous voyez, même les enfants s'y mettent. Il faut avoir des codes de communication qui clarifient les choses à la maison. Et puis, des transitions, c'est important aussi parce que les rituels, ça envoie des signaux au cerveau et ça permet de se préparer, se mettre en condition. Moi, je conseille quand même de s'habiller professionnellement le matin. Il ne s'agit pas de mettre un costume 3 pièces ou des escarpins, mais de ne pas rester toute la journée en pyjama. Parce que le simple fait de s'habiller correctement envoie le signal à votre cerveau que ça y est, la journée de travail commence. Et inversement, si vous voulez à la fin de la journée de travail mettre des vêtements plus confortables, ça envoie le signal à votre cerveau que « Ah, ça y est, je peux me relaxer, me décontracter ». La seconde série de recommandations, Sabrina, si tu veux montrer la diapositive suivante, en fait, je pense que je vais passer parce que je ne voudrais pas trop mordre sur le temps de questions. La seconde série de recommandations a trait à l'image professionnelle et au fait de protéger son intimité. Il faut gérer son image, en particulier quand vous êtes en conférence vidéo. Et ce que la littérature recommande, c'est la même chose que sur les médias sociaux. Vous savez, les médias sociaux comme Facebook ou Instagram, où vous pouvez être connecté avec vos collègues, votre superviseur, mais aussi la famille, les amis. C'est qu'il faut s'adapter au contexte. Quand vous êtes avec des collègues que vous connaissez bien, avec qui vous avez l'habitude de partager des détails de votre vie personnelle, vous pouvez avoir une ambiance chaleureuse, vous pouvez montrer votre décor, vous pouvez ne pas avoir de fond d'écran, y compris être dans la cuisine avec votre chien derrière, etc. Ce n'est pas un problème. Par contre, quand vous êtes dans un contexte avec une audience très large ou des gens avec lesquels il y a une distance hiérarchique, parfois il y a aussi avoir un rapport de pouvoir. Ce que la littérature conseille, c'est vraiment de rester professionnel. Donc, la base, c'est de s'habiller. Malheureusement, on a vu des exemples de gens qui pensaient que ce n'était pas nécessaire en vidéoconférence, mais ça l'est. De s'autoriser un peu d'informel si vous le voulez, mais de rester professionnel. Alors, sans en faire trop. Vous voyez, si vous avez un enfant qui vient poser une question, si vous avez un chat qui passe sur l'écran, ce n'est pas non plus un drame. Mais plus vous saurez protéger votre intimité, plus aussi vous répondrez à un besoin psychologique de sécurité. L'intimité, ça fait partie de la sécurité psychologique. Il faut faire attention également aux signaux qu'on envoie, parce que sans le vouloir, si vous partagez, si vous montrez votre logement et votre décoration intérieure, vous risquez de faire passer des informations qui vont vous nuire. Pensez par exemple à quelqu'un qui aurait à l'arrière des photos très, très décalées par rapport à une ambiance professionnelle, des photos qui ne seraient pas appropriées dans un milieu professionnel, ça peut arriver. Pensez à quelqu'un qui aurait des affiches à caractère politique, militant. C'est bien de faire part de ses convictions politiques, mais dans un milieu professionnel qui est varié, ça peut nuire. Parce que les gens, à cause du phénomène de l'homophilie, préfèrent les gens qui leur ressemblent. Donc, si vous affichez trop votre vie personnelle, que ce soit des opinions religieuses, des opinions politiques, l'orientation sexuelle ou d'autres choses trop intimes, ça risque finalement d'avoir des effets pervers.
Pour les femmes, il est à noter également que d'envoyer un signal trop fort, comme quoi on est par exemple une mère de famille et qu'on s'investit énormément dans la famille, malheureusement, ça peut avoir des conséquences négatives sur la carrière. Donc la littérature conseille quand même aux femmes de faire attention aux signaux qu'elles envoient, parce que de se montrer trop investie dans la vie familiale peut être interprété par certains employeurs comme un désengagement vis-à-vis du travail. La troisième recommandation qu'on vous fait sur la base des recherches, c'est de négocier les relations avec le gestionnaire et les collègues. On l'a tous dit en ce moment, la santé mentale n'est pas à son meilleur et les conditions de productivité ne sont pas non plus idéales. Donc, il serait complètement irréaliste de s'attendre à ce que tout le monde puisse être à 100% de ses capacités de travail. Malheureusement, ce qu'on voit depuis, je dirais, la rentrée fin août, septembre, c'est que les employeurs, beaucoup d'employeurs sont repartis en mode tout est normal. Vous êtes chez vous en télétravail, mais ne le montrez pas, je ne veux pas le savoir. On fait comme si ce n'était pas le cas et les charges de travail sont revenues à plein. Autant en mars, avril, il semblait qu'il y avait une tolérance vis-à-vis d'une moindre productivité parce que c'était exceptionnel, c'était la première fois. Autant on est maintenant revenu à des cadences de travail qui sont élevées. Et ça n'est pas réaliste, étant donné tout ce qu'on a dit sur la fatigue, sur le climat anxiogène et sur les difficultés. Donc, il faut que les choses, dans la mesure du possible, soient discutées franchement. Il faut le dire qu'on n'est pas à 100% de sa capacité, il faut prioriser le travail qui est à la fois important et urgent de façon à négocier des attentes réalistes. Et là, c'est peut-être là aussi qu'en tant que conseiller syndical, vous avez une marge d'action qui sera très, très importante. Il faut aussi se donner une chance d'être productif. Les données que Sabrina vous a partagées montrent qu'on a moins d'interruptions en télétravail et tant mieux, parce qu'il y a quand même d'autres recherches qui montrent qu'on a fait du copier-coller sur le travail et notamment on a remplacé de nombreuses réunions par des Zooms. Donc, on avait le syndrome de la réunionnite qui faisait qu'on faisait beaucoup trop de réunions et qu'on était, pour le moindre problème, on convoquait une réunion alors que peut-être il y aurait une manière plus efficace de résoudre les points. Et maintenant, on a la Zoomite. Donc, pour un oui, pour un non, maintenant, c'est « Ah, on va faire un Zoom ». Mais c'est très exigeant, un Zoom. Il y a toute une fatigue qui est associée à ça. Et c'est souvent mieux de prendre son téléphone ou de répondre par courriel ou de faire les choses plus simplement. Ce qui est important aussi, c'est de négocier des objectifs clairs et, dans la mesure du possible, d'obtenir une évaluation au résultat. Ça, c'est ce que les gestionnaires devraient proposer. Et de développer un climat de confiance. Vous avez sûrement entendu parler en ce moment du boom des logiciels de télésurveillance, heureusement pas trop au Canada, mais beaucoup aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui, pour nous, chercheurs en management, est complètement absurde, parce que ça fait 100 ans qu'on sait que les gens travaillent mieux et sont plus motivés quand on leur fait confiance et quand on leur donne de l'autonomie, condition qu'ils soient compétents naturellement. Et ce qu'on voit en ce moment avec les logiciels de télésurveillance, c'est au contraire un regain du contrôle et pas de la confiance. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance important à apporter. Et puis, opter pour la bienveillance. C'est facile à dire. Tout le monde le sait qu'on doit être bienveillant, mais il faut vraiment essayer de le mettre en place. La bienveillance, ça commence par soi, donc s'autoriser à ne pas être parfait. Oui, ça arrive qu'il y ait quelqu'un, un enfant, un chat, un chien qui passe. Ça arrive qu'on ne soit pas au mieux de ses capacités. Et c'est comme ça, parce qu'en ce moment, on vit une situation exceptionnelle. Et puis, la bienveillance pour les autres. Alors, où est-ce que ça nous amène pour vous, conseillers, conseillères syndicales en temps de pandémie? Vous avez un rôle qui est essentiel, qui est très, très important, qui est difficile aussi, parce que vous pouvez vous sentir pris entre l'arbre et l'écorce des gens que vous représentez et puis des consignes de l'organisation, de la direction. Alors, en plus des recommandations qu'on a données sur la gestion des frontières, de l'image et des relations, nous observons qu'il est important de savoir reconnaître les signes de détresse des personnes que vous représentez pour pouvoir les référer aux ressources appropriées et puis encourager les bonnes pratiques.
On vous a parlé du détachement vis-à-vis du travail. En France, on a le droit à la déconnexion aussi. Il faut encourager les pauses, il faut se faire des horaires, il faut déculpabiliser les gens parce que ce n'est pas parce qu'on peut travailler tout le temps qu'on doit travailler tout le temps et ce n'est pas la manière la plus efficace de toute façon de travailler. Il faut également viser à recréer, entretenir le lien social qui souffre beaucoup en ce moment. Donc, ça peut être vos initiatives, mais tout n'a pas à reposer sur vos épaules. C'est-à-dire que les salariés eux-mêmes, les travailleurs, peuvent prendre des initiatives. Avec quelques collègues dans mon département, par exemple, une de mes collègues a proposé ce qu'elle a appelé un café fun, donc à un horaire régulier. Ceux qui peuvent se joignent à ça et on a des conversations informelles, on essaye de ne pas trop parler du travail, voyez, une demi-heure. Et puis, on se réconforte mutuellement, comme si on se rencontrait finalement à la machine à café. Et ce sont des choses qui mettent du baume au cœur, parce que n'oublions pas que nous sommes des animaux sociaux et que parler à son écran tout le temps et être toujours avec les mêmes personnes depuis le mois de mars, peu ou prou, c'est quand même compliqué. Donc, pour prendre soin des autres de la façon dont on a indiqué là, il ne faut pas oublier que charité bien ordonnée commence par soi-même. Aussi prendre soin de soi pour être capable d'être efficace. En conclusion, cette pandémie va avoir des effets durables. C'est une crise structurante comme ont pu l'être les guerres mondiales. On va probablement parler de la génération pandémie pour les adolescents, les jeunes adultes qui la vivent de manière très, très poignante en ce moment. La bonne chose quand même, c'est que les crises structurantes, ce sont des révélateurs de possibilités. Là, on a compris que le télétravail est possible dans un grand nombre de postes, alors qu'on nous a dit pendant des décennies que ça n'était pas possible. Bon, il y avait d'autres obstacles et d'autres causes à la résistance des organisations, notamment la perte de contrôle. Mais là, on a compris que c'était possible et c'est souvent grâce à des chocs externes qu'on fait évaluer nos pratiques. On a vu par exemple que le télétravail a beaucoup été développé à cause de choses comme des tempêtes de neige aux États-Unis, des déménagements, des coupures de lignes de train au Québec. Voilà. Donc, il y a des aspects positifs au fait de traverser une crise. Est-ce que le télétravail va rester? Autant au début, on pouvait être un petit peu sceptique et se dire qu'à la moindre récession, les entreprises allaient rappeler tout le monde au travail. Autant maintenant, les experts s'entendent à dire que oui, il est fort probable que le télétravail va se pérenniser. Il y a beaucoup d'accords en ce moment qui sont négociés en France entre syndicats et organisations. En général, c'est 2 jours semaine, avec plus ou moins des modalités de flexibilité. Il y a aussi de fortes attentes de la part des salariés. 80% dans certaines enquêtes françaises. Au Québec, on est à plus de la moitié des répondants qui déclarent non, pardon, c'est même 75% qui déclarent préférer continuer à télétravailler. Et on l'a vu dans les réponses que vous avez apportées au premier sondage, vous êtes très nombreux à dire que de 1 à 3 journées semaine, ça serait une bonne chose. Donc, en conclusion, je pense vraiment qu'il faut retenir le positif de cette crise que nous sommes en train de vivre. Le positif, c'est que les gens sont capables de télétravailler, ça fonctionne et qu'il y a des bénéfices à ça. Il ne faut pas pour autant en profiter pour supprimer les bureaux parce qu'il pourrait y avoir de fortes tentations de faire des économies, sachant que l'idéal reste 2-3 jours semaine, de façon à ce qu'il y ait des liens sociaux et des échanges dans les équipes le reste de la semaine.